On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir, toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Bonjour Magali. Bonjour Sébastien. Donc je suis ravi de t'accueillir sur le podcast Parlons de votre mental. Du coup, je vais te demander de tout de suite te présenter à nos auditeurs. Tout à fait. Écoute, merci à toi en tout cas de m'avoir invité pour ce podcast. Je suis vraiment ravie. Et donc je me présente, je m'appelle Magali Barclay. Donc moi dans la vie, je fais de la communication. J'ai fait des études de communication et je suis actuellement à la tête d'une petite agence conseil en communication qui s'appelle MBBcom. Et aussi enseignante en communication d'entreprise. Du coup, on a déjà eu l'occasion de se croiser parce que je sais que tu étais conseillère en développement sur le comité départemental des Hauts-de-Seine à une époque où j'étais moi-même entraîneur de ligue dans les bureaux là-bas, où tu bénéficies d'une riche expérience en communication et en développement. Tout à fait, c'est ça. C'est là où on s'est croisés la première fois. Donc moi, je venais d'arriver effectivement à ce poste de conseillère en développement. Toi, je crois que tu partais. On s'est un peu croisés, mais on a eu le temps quand même d'échanger. Et donc effectivement, à l'époque, c'était une ligue des Hauts-de-Seine de tennis. Je m'occupais de la communication de la ligue, c'était mon rôle, et aussi du développement. Donc le site internet, le journal, l'écriture du journal de la ligue. Et aider à l'époque 63 clubs de tennis à se développer de la meilleure des façons. Du coup, ça t'a permis de t'enrichir auprès d'organisations labellisées associations et ensuite auprès des entreprises. Tout à fait. C'est vrai que ça a été une expérience. Là, c'était surtout auprès des associations, voilà. Donc, de m'enrichir auprès d'eux, de vraiment les aider à voir tout ce qu'il y avait à faire pour se développer. Puis, bien sûr, avec mon expérience communication par le prisme de la communication, qui est très important, parce que les adhérents ont besoin de savoir quand ils arrivent dans le club quelles sont les informations, comment les mettre en place, le site internet. Avec l'arrivée des réseaux sociaux aussi au sein des clubs de tennis, ça a été un gros travail qui a été réalisé. C'était pas la culture des clubs de tennis, donc il y avait beaucoup de choses à faire. Et par la suite, quand j'ai quitté la ligue, j'ai souhaité me mettre à mon compte et offrir ces services-là, cette fois-ci maintenant, à des entreprises, effectivement. Alors c'est beaucoup des professionnels quand même. Par particulier, très peu, j'entendrais plutôt des indépendants. J'ai des indépendants qui se mettent à leur compte et qui ont besoin d'avoir tout le kit de communication de base, que sont le logo, la carte de visite, la petite plaquette pour présenter leurs produits, leurs services. Les particuliers, c'est moins quand même ma cible, en tout cas sur tout ce qui est identité visuelle. Maintenant, j'ai une autre partie qui est formation sur la prise de parole en public, où là, effectivement, ça va être tous les publics, même des particuliers, s'ils en ont besoin, effectivement. Une formation que tu lances prochainement, il me semble. Oui, tout à fait. Alors là, c'est le gros travail de ces derniers mois. Donc, je lance une formation en e-learning sur la prise de parole en public. C'est captiver votre auditoire, exactement, captiver naturellement votre auditoire, le titre. Et le but, c'est de présenter en 4 modules la possibilité d'évoluer dans sa prise de parole en public. Et je dis que c'est pour un bien-être de la personne en général. Parce que quand on s'exprime bien en public, face aux institutions, face aux personnes, même dans sa famille, face à son travail, face à son responsable, je pense qu'on gagne en qualité de vie. Et donc mes 4 modules sont vraiment axés là-dessus. Voilà. Donc tu as un parcours qui est riche, hein. Et de quoi es-tu le plus satisfaite à ce jour? Alors je suis le plus satisfaite, je dirais, d'avoir gardé mon rêve en tête. J'avais un rêve qui a commencé, je dirais, quand j'avais 20 ans. On m'avait déjà dit que j'avais vraiment le profil pour me mettre à mon compte. Mais à l'époque, j'avais pas confiance en moi en me disant à 20 ans, j'ai pas d'expérience, je vais pas me mettre à mon compte maintenant. Mais j'avais en tête de me dire, j'aimerais bien me mettre à mon compte et j'aimerais bien plus tard monter une agence en communication. Donc ça, c'était mon premier rêve de mes 20 ans.
Et puis un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu un deuxième rêve qui était de transmettre et de donner des cours en communication. J'avais commencé à y penser, à me dire tiens, est-ce que le samedi je donnerais pas des cours, mais avec mon travail et tout, ça se goupillait pas très bien. Et donc je suis vraiment fière depuis maintenant ça fait 5-6 ans d'avoir réussi à mettre en place mon premier rêve qui est donc de créer mon agence de communication, et juste derrière mon deuxième rêve qui est d'enseigner dans des écoles et à l'université en communication d'entreprise et prise de parole en public. Voilà. Non, mais c'est super tout ça. Ouais. Donc du coup, prendre la parole en public, c'est pas toujours quelque chose de très facile, et ça fait sûrement appel à une dimension mentale, en tout cas de la part de chacun. Si tu devais définir le mental, quelle définition tu pourrais nous donner? Qu'est-ce qui t'inspire dans le mental? Alors, définir le mental pour moi, c'est beaucoup de choses, je dirais. Le mental, c'est déjà le fait de se connaître. Moi, je commencerai par ça, et ça rejoint un petit peu mes modules de prise de parole en public, parce que avoir un bon mental, c'est savoir comment est-ce qu'on fonctionne. C'est-à-dire, pour moi, qu'est-ce qui va faire que je vais arriver à mon objectif, ou qu'est-ce qui va faire que je ne vais mettre des choses en place qui vont m'empêcher d'arriver à mon objectif. Donc, quand je me connais, par exemple, moi personnellement, j'ai identifié que j'ai un profil assez, on va dire, mental, et que je peux être dominée par la peur. Donc, ce qui risque de m'empêcher ou de me ralentir, ça va être la peur. Donc, à partir du moment où je l'ai identifié, je me dis que mon mental je vais devoir trouver des outils pour juguler cette peur, passer outre et pouvoir avancer plus facilement. Donc, première pierre à l'édifice, je dirais la connaissance de soi. Après, la deuxième qui rejoint ce que je viens de dire, c'est de trouver des rituels, des outils, des rituels pour justement arriver à ce que notre mental nous pousse jusqu'à nos objectifs. Et puis après, ça va être aussi le mental, c'est de gonfler sa ténacité avec le fait aussi d'essayer au final. Parfois, on peut se dire, je vais échouer. Et je pense que le fait d'échouer, ça fait partie du renforcement du mental, parce que en échouant, on apprend, et en apprenant, la prochaine fois, soit on va pas le refaire, ou soit justement ça va nous renforcer. Donc voilà, je dirais que c'est assez vaste le mental. C'est vraiment ces différents horizons qui me parlent. Et si tu devais définir un bon mental, tu mettrais quoi derrière? Un bon mental, c'est justement le fait de se connaître, d'avoir plusieurs outils dans tous les cas. Tu vois, moi, c'est depuis quelques années là, ça fait c'est pas si vieux que ça, mais je me suis mise à faire de la méditation, et par exemple, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour avoir un bon mental. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je me fais un scan corporel pour voir dans quel état je suis. Et selon l'état, je sais pas, par exemple, j'arrête pas de penser à quelque chose qui va m'obséder, qui va avoir des effets négatifs sur mon mental, et je vais faire une méditation pour justement essayer de entre guillemets régler ce problème-là. Donc avoir un bon mental, c'est ça, c'est avoir des outils à chaque fois qui correspondent à ce dont on a besoin, mais parce qu'on se connaît. Tu parles d'outils, t'en utilises d'autres? Alors les outils que j'utilise, donc je te disais la méditation, effectivement, matin et soir quand je peux. J'utilise pour me gérer mon stress des outils tels que la cohérence cardiaque, que je trouve super pratique, parce que c'est un outil qui permet on va dire, de respirer, d'inspirer, d'expirer pendant 5 minutes, qu'on peut faire 3 fois par jour. Donc on a besoin de rien, on a besoin de ses poumons, on a besoin de son corps. On peut avoir une petite application. Moi, j'ai l'application de Petit Bambou, et je mets cette cohérence cardiaque-là. Mais des fois, le soir, quand je le fais aussi avec mon ordinateur. J'en ai fait une, moi, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et il y en a plein aussi sur Internet, avec le paysage de la mer, de la montagne. Donc, ça permet en même temps qu'on respire, de voyager, d'écouter des sons qui nous apaisent et qui nous calment. Donc, j'adore cet outil-là, la cohérence cardiaque. Ensuite, j'utilise parfois la respiration en carré ou la respiration en triangle, qui me correspondent bien aussi, parce que en même temps que j'inspire et que j'expire, donc c'est un exercice qui permet d'inspirer, de rester poumon plein pour la respiration en carré, puis d'expirer et puis de rester poumon vide. Et on fait cet exercice-là plusieurs fois. Moi, il est très bien pour moi qui suis à dominante mentale, parce que en même temps que je respire, je fais le carré avec mon doigt.
Et pendant que je fais le carré avec mon doigt, eh bien, je ne pense pas. Ça me déconnecte mon mental. Donc, j'aime bien aussi ce petit exercice-là. Et j'ai un autre exercice aussi que je fais, que je préconise à les personnes que je forme ou mes étudiants, qui est le booster clap. Alors celui-ci, c'est pareil, il permet d'être plus zen, mais surtout par contre, de se redynamiser. Parce que parfois, on peut être en énergie basse et parfois en énergie haute. Donc, quand on est en énergie basse, vous voyez, qu'on parle comme ça, qu'on est un petit peu mou, le booster clap, c'est quelque chose qu'ils utilisent sur les plateaux de télé, où on tape des mains, on tape des mains, on tape des mains, on dit yes, 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 on sourit. On fait ça pendant 30 secondes et c'est l'équivalent d'un sprint de 60 mètres, il paraît. Donc, du coup, j'aime bien faire ça pour me redynamiser quand je sens que je suis en énergie basse. Voilà. Les principaux outils. Oui, c'est des super outils que je conseille aussi également très souvent en fonction des besoins des personnes qui viennent me voir de temps en temps. Est-ce que pour toi, il est important d'être enthousiaste pour le mental? Alors pour moi, effectivement, je dirais que l'enthousiasme, est important pour le mental, dans le sens où dans les émotions qu'on peut avoir, il y a les émotions négatives et positives, et si on est trop gorgé d'émotions négatives, effectivement ça va pas nous gonfler notre mental. Moi j'ai compris il y a quelques années que j'étais souvent en train de ne pas écouter obligatoirement mes émotions négatives. Quand j'avais des émotions négatives, je me disais, bon, alors c'est bon, allez, tu passes dessus, t'y vas. Et puis au final, je me faisais mal. Je me faisais mal à l'intérieur, je me faisais mal à mon corps, je me faisais mal et le problème, c'est que ces émotions négatives, se retrouvaient par mal au dos, torticolis, choses comme ça. Et justement, pour en revenir au yoga et à la méditation, en me mettant au yoga et à la méditation, j'ai compris en fait que ces émotions négatives, elles faisaient partie de la vie, donc il fallait les accueillir. Il fallait en prendre conscience, mais pas les garder à l'intérieur, et trouver justement des outils pour passer sur du positif. Et ce positif, c'est des choses qui vont me donner de l'enthousiasme. Donc effectivement, si le matin, pour répondre à ta question, je me lève et je vois que je suis pas en bonne forme, j'essaie de me mettre de bonne humeur. Donc je me fais un peu ma programmation mentale. Je respire, je vais visualiser des choses positives et je vais me mettre. Alors moi j'adore la musique et j'adore danser, et la plupart des matins, pratiquement tous les matins, pour mes enfants et pour moi, on se met des musiques entraînantes. Happy de Pharrell Williams, beaucoup. Voilà. Parce que celle-ci, elle nous donne vraiment la pêche. Donc, pratiquement tous les matins, après le pied par terre et après avoir fait mes petits rituels, c'est de la musique et souvent de la danse aussi, voilà. Pour, dès le matin, se mettre en enthousiasme et de bonne humeur, voilà. Tu parlais de yoga, de méditation, donc quand moi ça m'évoque la connexion avec soi-même, penses-tu que c'est important de se connecter avec soi-même? Alors je trouve que c'est très important, parce que on va tous avoir un mental différent, on va tous avoir des outils qui vont nous parler différemment, et c'est juste en se connectant avec soi-même qu'on va pouvoir déterminer tout ça. C'est aussi en se connectant avec soi-même qu'on va être ce que j'appelle être ancré. Ancré, c'est être là où on est au moment présent. C'est quand on parle avec quelqu'un, être vraiment avec la personne avec qui on parle. Et tout ça, c'est effectivement en se connectant avec soi-même. Donc, la plupart du temps, moi, j'ai besoin de moments où je me ressource seule pour justement évacuer certaines choses, des moments négatifs de la journée, me regonfler en positif, vraiment me reconnecter avec moi-même. Et c'est quand je me reconnecte bien avec moi-même que je suis mieux avec les autres, que je suis mieux avec mes enfants, que je suis mieux avec mes clients, avec les personnes en général. Moi, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment beaucoup besoin. Et je dirais que il y a un autre élément qui m'aide beaucoup à me reconnecter avec moi-même, c'est la nature. Vous voyez, là, ce midi, j'ai été avec un ami manger au soleil en face de la mer, parce que j'ai la chance d'habiter maintenant à côté de la mer. Mais il n'y a pas que la mer. Mais en tout cas, voilà, de regarder la mer, d'être au soleil. Rien que ce petit moment de 40 minutes passées ce midi, ça m'a aidé aussi, je pense, à me reconnecter avec moi-même. Bon, c'est plein de bonnes choses tout ça. En tout cas, c'est vrai que pouvoir se poser au bord de la mer et écouter le bruit des vagues, c'est toujours super pour en tout cas se couper des éventuelles pensées parasites qu'on peut avoir et prendre un peu de temps pour soi.
C'est sûr. Tout à l'heure, tu disais que tu t'étais pas lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat, que tu avais attendu un petit peu avant de te lancer, par manque de confiance. Aujourd'hui, je suppose que avec le temps, tu as construit ta confiance petit à petit et du coup, tu t'es lancé. Comment tu l'as construite, cette confiance? Alors cette confiance en moi, je l'ai construite, je dirais, en affrontant justement mon plus gros, je dirais, souci, qui est la peur. Je te disais tout à l'heure que j'avais déterminé que j'étais dominante mentale, donc beaucoup sujette à la peur. Et en fait, à plusieurs reprises, quand je pensais à l'entrepreneuriat, j'avais très 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 grosse envie. C'était vraiment l'envie, mon cœur palpitait, mon cœur battait. J'ai fait à plusieurs reprises des premiers rendez-vous pour commencer à me mettre à mon compte. J'avais 25 ans, je crois, ou 24 ans quand je faisais les premiers rendez-vous pour monter mon business et tout. Mais juste je faisais ça, mais j'allais pas plus loin parce que j'avais peur. Et c'est quand j'ai commencé justement à affronter cette peur que j'ai pu avancer. Donc affronter sa peur, c'est faire déjà un premier petit pas. Et en se disant j'ai eu peur, mais au final il s'est rien passé de mal, quoi. Donc je suis encore là. Au contraire, maintenant que j'ai fait ce premier petit pas, j'ai appris et je me sens mieux au final. Donc je vais faire un deuxième petit pas, et puis un troisième, et puis un quatrième. Et c'est comme ça que petit à petit, je pense que j'ai réussi à progresser et puis que je continue à progresser. Du coup, tu disais qu'il fallait se permettre aussi le droit à l'échec pour pouvoir avancer. Comment tu as fait pour garder confiance malgré les échecs? Alors, garder confiance par rapport aux échecs, c'est pas toujours évident, effectivement, parce que je trouve qu'on est dans on a été élevé dans une culture judéo-chrétienne où on est beaucoup à se flageller parfois, en dire c'est pas bien, c'est bien et tout ça. Et je dirais que j'ai été très tôt attirée par la culture anglo-saxonne. J'ai vécu notamment 1 an à Londres quand j'avais 24 ans. Et arrivé là-bas, en fait, j'ai pris un choc des cultures où j'ai compris qu'arriver au travail, finalement, c'était un peu différent d'ici quand même. Mes responsables, on était un petit peu tous, j'avais l'impression, au même niveau. Et les échecs qu'on pouvait avoir ou les erreurs qu'on pouvait faire n'étaient pas du tout reçus et renvoyés de la même manière. Donc, au contraire, on nous demandait, on nous disait, si tu t'es trompé là-dessus, non, c'est pas mal, parce que du coup, t'as déjà compris ça, quoi. Ah oui, d'accord. Donc là, pour moi, ça a été vraiment un vrai choc des cultures, mais j'ai trouvé ça génial. Et j'ai commencé à comprendre qu'au final, plus on allait essayer, plus on allait échouer. Et pas pour autant qu'il faut faire que ça, mais plus on allait apprendre. Et j'ai lu un livre au final il y a pas si longtemps qui est les vertus de l'échec et qui parle de ça d'ailleurs. Et c'est un super bouquin. Et les exemples qui sont pris dedans d'ailleurs sont beaucoup pris des anglo-saxons, notamment des États-Unis. Certains joueurs de tennis aussi, pour parler du sport, qui qui expliquent que le premier match de tennis qu'ils ont joué, alors je crois que c'est Nadal qui dit ça au tout début, il a joué contre Federer et au début il se prend une tannée et il dit que cette tannée ça a été la meilleure chose qu'il a pu vivre, parce qu'au final derrière ça lui a permis de comprendre tellement de choses que c'est ce qui lui a permis petit à petit par la suite de devenir qui il est devenu. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, en fait, je les ai gardées en tête en me disant qu'effectivement, parfois, tous les quelques échecs que j'ai pu avoir, m'ont fait grandir et continuent de me faire grandir. Et là, c'est vraiment le cas aussi en ce moment avec le coronavirus et tout. Oui, tout à fait. C'est un livre de Charles Pépin. Charles Pépin, voilà, je cherchais le nom. Pour ceux qui voudraient se le procurer. Et puis il a fait d'autres ouvrages aussi qui sont super, notamment la confiance en soi. Enfin voilà, plein d'ouvrages super sympas et très facile d'accès à la lecture et avec plein d'exemples. Le regard des autres, est-ce que ça te parle? Alors le regard des autres, ça me parle, mais je dirais que alors ce qui m'a permis moi d'évoluer sur le regard des autres, c'est pas tant le travail ou autre, c'est vraiment mes enfants. J'ai 2 enfants qui sont très 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 remuants, très 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 speed physiquement et intellectuellement. Et en fait, quand je me retrouvais dans la rue, dans les magasins avec eux, il
il y avait au tout début des petits, mon premier, là, le regard des autres et souvent la phrase oh, ils sont en forme aujourd'hui vos enfants. Donc cette fameuse phrase, je répondais aux gens ben non, c'est pas aujourd'hui, c'est tous les jours comme ça. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit que de toute façon, effectivement, j'avais des enfants qui étaient beaucoup plus remuants, beaucoup plus speed, ça va vraiment à 10 000 à l'heure et que ça étonne les personnes, mais qu'au final, on est vraiment tous différents et qu'on va à chaque fois être regardés ou jugés par des personnes parce qu'elles sont juste différentes de nous. J'ai fait une formation l'année dernière sur l'énéagramme qui explique les différentes personnalités et ça a aussi été très éclairant. Dans le sens où, selon la personnalité qu'on a, je dirais qu'on regarde les autres avec notre prisme à chaque fois. Donc ces gens qui jugent finalement, enfin qui jugent ou qui regardent mes enfants un petit peu comme des extraterrestres, c'est parce que eux n'ont pas entre guillemets des enfants comme ça. Mais j'ai d'autres amis qui ont les mêmes enfants à peu près et pour qui ça n'est pas étonnant. Donc du coup, le regard des autres, on se dit qu'à un moment, faut juste être. Maintenant, vraiment, c'est mes enfants qui m'ont vraiment fait progresser là-dessus. Je me dis maintenant que pour eux, en étant avec eux, mais même pour moi, je suis comme je suis. Et le regard des autres, peu importe en fait finalement, puisque en étant comme je suis, je vais attirer à moi ceux qui me ressemblent ou qui me comprennent, et ceux pour qui c'est trop différent ou trop embêtant ou trop, soit on échangera ou soit effectivement on ne sera pas du tout en connexion. Et puis c'est comme ça que ça devrait être. C'est ce que je me dis. Voilà. Bon, et il faut du coup rester positif. Et oui. Pour rester positif, comment tu fais toi? Alors pour rester positive, alors j'ai je dirais un mantra qui est tout passe. Je me dis que alors c'est dans les deux sens, tout passe. Et parfois quand tout va très 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 bien, super, que tout le monde nous dit félicitations, nous encense, je me dis il faut pas prendre la grosse tête parce que ça passe. Et que il faut essayer de rester humble et de se dire que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ça et puis j'avance. Mais quand tout va pas bien aussi, faut se dire que tout passe. Voilà, c'est pas évident, mais je me le dis. Et puis j'ai aussi pareil des bouquins. Moi, les périodes où ça va vraiment pas parce qu'il y a des choses qui sont difficiles, je prends un bouquin que j'aime bien, je le lis. Et ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Et je me répète ce mantra. Bon, en tout cas, c'est bien de lire et d'écouter des podcasts aussi. Ouais, tout à fait. D'écouter des podcasts, ouais. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Alors, pour être motivée, moi je parle beaucoup d'outils, mais j'ai un super outil qui est le tableau de visualisation. Donc, ce tableau de visualisation, il me motive. Je l'ai fait... Alors, je l'avais fait une première fois, vous savez. Alors, le tableau de visualisation, c'est un outil qui permet de visualiser avec des collages, souvent, nos objectifs dans différents domaines. Donc, je l'avais fait, moi, avec des collages. J'avais mis un petit peu tout ce que je voulais sur les différents pans de ma vie. Et puis, il me correspondait pas exactement. Et il me motivait, oui, parce que à partir du moment où je l'ai fait, j'avais commencé à mettre des premières pierres sur chacun des domaines que j'avais mis. Et après, je l'ai refait en mettant des collages et en le mettant sous forme aussi de un peu mind mapping, donc carte mentale, où on met un sujet qui emmène vers un autre sujet, qui emmène vers un autre sujet. Et donc cet outil me motive parce qu'il est dans ma chambre et je le regarde tous les jours quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, puisqu'il est vraiment en face de mon lit. Donc dessus, j'ai des pierres qui représentent l'équilibre de vie. J'ai un premier pôle avec mes enfants et moi, enfin la famille. J'ai un autre pôle avec mon entreprise, mon travail. Donc j'ai visualisé mon agence de com et j'ai mis des petits traits avec toutes les étapes, les différentes étapes que je veux mettre en place pour développer mon travail et pourquoi. J'ai un autre pôle de vie qui est ma vie sentimentale. J'ai un autre pôle de vie qui est ma vie loisir et mes amis. Et à chaque fois avec différents petits sujets. Et cet outil, il est super motivant. Parce que en fait, il y a toutes les étapes qui sont écrites dessus et maintenant, si je le regarde, à chaque fois, quand je le regarde, il y a toujours des petites choses qui sont mises en place au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ma plus grande source de motivation pour mettre les choses en place, je dirais. Oui, c'est un peu comme une maison sur pilotis où chaque pilier a de l'importance pour rester en équilibre. Ouais.
C'est ça, c'est ça. Et mon petit dessin que j'ai mis en haut, c'est un Inukshuk. C'est des pierres qui sont en équilibre l'une sur l'autre, qui représentent l'équilibre. On va parler de stress. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du stress? Alors oui, le stress, hein. J'ai l'impression que c'est un peu universel. Bon, Ça m'est déjà arrivé. Alors après, moi, ma façon de gérer le stress ou de prendre le stress, c'est-à-dire que si, par exemple, tu vois, Sébastien, on était ensemble et qu'il y aurait eu un grand moment de stress, tu ne verrais pas obligatoirement que je suis stressée. J'intériorise beaucoup le stress. Je le montre pas quand il arrive. Si c'est un moment vraiment stressant, je vais gérer le truc, je vais intérioriser. Et c'est après, moi, c'est les faits qui se coulent, et c'est après que je perçois tous les effets du stress, et que je mets en place des choses pour les évacuer, qui sont les exercices dont je t'ai parlé tout à l'heure, la respiration, la cohérence cardiaque, la visualisation, la méditation, toutes ces choses-là pour essayer de bien gérer, d'évacuer ce stress pour pas qu'il ne me fasse mal à l'intérieur, en tout cas. Voilà. Du coup, on va changer un petit peu de sujet. Dans ton métier, t'es obligé d'être concentré pour mener à bien tes missions de communication, tes créations, et puis aussi pour être créative dans ce que tu proposes. Est-ce que tu as des moyens de te concentrer, en tout cas pour être efficace et pas partir dans tous les sens? Mm-hmm. Alors écoute, pareil, en me connaissant de mieux en mieux, moi j'ai déterminé plusieurs choses chez moi qui sont que pour me concentrer quand je suis toute seule, j'aime bien me mettre des musiques. Alors je mets des musiques ils appellent ça de concentration à 432 Hz. C'est des petites musiques qui aident à se concentrer au niveau du cerveau. Donc soit avec un casque audio, soit sans casque audio pendant que je travaille. Mais la meilleure façon pour moi de me concentrer au final, parce que je suis beaucoup plus efficace en faisant au final au moins 2 choses plutôt qu'une, c'est de travailler au final en binôme avec quelqu'un. Donc j'ai la chance cette année d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi en alternance, et j'avoue que quand je suis avec elle était là hier toute la journée avec moi, on a bossé ensemble, je travaille 2 fois mieux en échangeant avec quelqu'un. Donc ça veut dire que soit je suis avec quelqu'un, j'échange avec la personne, on avance bien comme ça, et même quand je suis toute seule, alors là, ça peut faire un peu bizarre, je vais parler toute seule, et ça va m'aider justement à me concentrer, à formaliser mes pensées et avancer plus facilement. Et l'autre chose que je fais, c'est que je fais aussi chaque semaine, chaque dimanche soir ou lundi matin, une carte mentale de tout ce que j'ai à faire sur la semaine. Donc ça va beaucoup m'aider à me concentrer, parce que ça va m'aider à mettre noir sur blanc mes priorités de la semaine, tout ce que j'ai à faire. Et comme tout le monde, dans la semaine, il y a quelqu'un qui va m'appeler mercredi pour me dire « Ah oui, non, mais il y a ça qu'il faudrait faire ». Et je vais me dire « non, ça, je l'avais pas priorisé, donc je vais le remettre plus loin ». Et je reste comme ça, focalisée, concentrée sur mes priorités et tout ce que j'avais prévu. Et l'autre chose que je fais aussi en dernier, c'est que dans mes rituels du matin, régulièrement, quand je me lève aussi, alors ça, j'avais trouvé ça, je sais plus dans quel livre que j'avais lu, mais en tout cas, j'avais piqué cet outil-là, qui est le matin en me levant, en fait, je fais très rapidement dans ma tête un scan de mes objectifs de l'année, donc toujours mon tableau de visualisation, puis au semestre, puis au trimestre, puis au mois, puis à la semaine, puis à la journée. Et donc, j'en arrive à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Et donc ça me permet aussi de rester concentrée et de me dire, voilà, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est dans un ensemble d'un objectif au final de l'année. Et ce qui te permet au final de ne rien lâcher, puisque du coup, en étant aussi rigoureuse dans ta visualisation, ça te permet d'être motivée, de toujours avoir en tout cas cette force mentale pour aller de l'avant. Tout à fait. Ouais. Ça me permet vraiment d'avoir cette force mentale pour aller de l'avant, et surtout ça fait du sens. C'est ça que ces outils-là, c'est pareil, comme je disais, il faut se connaître. Moi, ils me parlent beaucoup parce que et le mind mapping et l'exercice dont je viens de te parler, de recadrer ça sur une année, c'est ce que j'appelle du systémique. Ça vient dans un ensemble, et pour moi, ça fait du sens. Et pour que je sois motivée, il faut qu'il y ait du sens. Et est-ce que tu penses que pour réussir à atteindre ses objectifs, son rêve, en tout cas c'est la réussite de ses projets, il faut un plan? Oui, oui.
je dirais que c'est comme un bateau en fait. Il faut un plan pour réussir ses objectifs parce que si on part en bateau et qu'on n'a pas de cap, on ne sait pas où on va, on peut échouer je ne sais où. Alors que si on a son cap, on a son plan de bord, on va arriver à découvrir les Amériques comme Christophe Colomb. Au final, il s'est perdu, je crois, mais bon, on va réussir à découvrir si on a son plan, le bon endroit. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir un plan. D'où autre chose que je fais, c'est qu'en fin d'année, je fais mes objectifs de l'année. Là, j'ai découvert un petit document qui est bien fichu là-dessus où ça pose plein de questions et on répond à ces objectifs sur les différents domaines. Donc c'est mon fameux tableau de visualisation que j'ai fait. Donc à la fin de l'année, sur les différents plans, je mets où est-ce que j'en ai été sur le plan ma vie de famille, sur mon plan mon entreprise, sur mon plan sentimental, sur mon plan patati, voilà. Et quels étaient mes objectifs en début d'année? Est-ce que j'ai réussi à répondre à ces objectifs? Donc oui, je pense que c'est même indispensable pour moi. Si tu devais donner un conseil utile aux gens qui vont nous écouter ou aux plus jeunes, ça serait lequel? Alors alors moi il y a une phrase que j'adore et je la dis, je leur montre même une petite vidéo à mes étudiants à chaque fois. C'est Xavier Dolan qui dit tout est possible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc c'est un conseil que je donnerais aux plus jeunes ou à ceux qui nous écoutent, c'est que je pense qu'il faut vraiment croire en ses rêves parce que et trouver qu'est-ce qui nous anime. Parce que si jamais on se met dans un endroit où finalement on n'est pas à notre place parce qu'on se laisse manger par nos peurs ou manger par notre colère ou manger par d'autres choses, un jour ou un autre on va pas être bien, on va pas être bien intellectuellement dans la tête, on va pas être bien physiquement. Donc voilà, je dirais ça. Tout est possible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais, mais son rêve en tout cas. Écoute Magali, je te remercie. On va terminer sur cette très belle citation. Et puis écoute, je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets professionnels et autres. Et je te dis à très bientôt. Merci Sébastien, à très bientôt et merci encore pour l'invitation. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.